Arnaud de Lagrange, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur du service étranger du Figaro. Vous avez publié votre premier ouvrage fin août chez Jean-Claude Lattès, Les Vents Noirs. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, aux frontières de deux empires en décomposition, dans les steppes de Sibérie et le désert chinois de Taklamakan. Par là même, nous sommes à la croisée de grandes religions, le christianisme, le bouddhisme, l'islam. Le lieutenant Verken est sur les traces d'Émile Telliot, archéologue au bord de la folie. Arnaud de Lagrange, comme correspondant du Figaro à Pékin, vous avez réalisé de nombreux reportages au Xinjiang, le Grand Ouest chinois. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman ? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de couvrir la Chine pour le Figaro de 2008 à 2013, 5 années fabuleuses. Et il se trouve que cette région, l'ancien Turkestan chinois, est une région qu'aujourd'hui s'appelle le Xinjiang, qui est peuplée de populations musulmanes et turcophones et ouïghours, était assez troublée. Au moment où j'y étais, ça reste d'ailleurs, il y a eu des émeutes assez graves. Et donc je m'y suis promené, entre guillemets, en reportage, et j'ai été pris un coup de foudre pour cette région, qui est à la fois d'une beauté absolument incroyable, avec un des déserts les plus rudes du monde, qui est ceinturé sur 3 côtés par des montagnes qui montent à 7000 mètres. De l'autre, c'est le désert de Gobi, donc une nature extrême et assez violente, et en même temps avec des paysages quelquefois d'une douceur infinie. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est à la croisée des grands empires, l'Empire russe, l'Empire britannique des Indes, l'Empire chinois. C'est par là que l'islam est rentré en Chine, le bouddhisme aussi est rentré en Chine. Bref, c'est une région éminemment romanesque, tant par le cadre géographique qu'il offre que par l'histoire qu'il recèle. Alors justement, une grande partie de votre livre porte sur la description de ces paysages grandioses que vous décrivez magnifiquement bien, il faut le dire. Il y a les vents glacés des steppes, de Sibérie, ou la touffeur des sables du Taklamakan. On retrouve des traces de Malraux, de Conrad, de Gary, de Kessel, et même d'Hugo Pratt avec son Corto Maltese. Parmi ces auteurs, quel est celui ou ceux qui vous a le plus inspiré ? Alors là, non, mais déjà, c'est évidemment très aimable de citer tous ces maîtres qui sont en effet des auteurs qui me sont très chers. Donc moi, en toute humilité, évidemment, on essaye parfois de s'inscrire un peu dans certains univers. Évidemment, quand vous avez parlé d'Hugo Pratt, c'est vrai que les premières scènes qui se passent dans un train blindé en Sibérie, pour ceux qui ont lu Corto Maltese en Sibérie, moi j'avais ça en tête quand il y avait un clin d'œil avec ça. C'est vrai que parmi ces auteurs que vous avez cités, évidemment, Kessel a écrit sur ces régions-là, puisque Kessel a fait partie, et c'est peu connu, Joseph Kessel a fait partie en 1918 d'un corps expéditionnaire français, envoyé en Sibérie, ce qui a donné lieu d'ailleurs à de magnifiques romans, L'étang sauvage, La rose de Java. Donc Kessel, oui, mais après, pour moi, un de mes auteurs fétiches, et je pense qu'il y a en toute humilité un peu de Conrad là-dedans, c'est Conrad justement, et Au cœur des ténèbres, avec cette montée de Marlowe vers Kurtz. Moi, c'est vrai que quand il y avait mon jeune Verken qui s'oppose à cet archéologue Telliot, j'avais aussi cette opposition psychologique et ce mystère qui entoure deux hommes. Évidemment, c'était présent. Alors, on va venir à ces deux hommes, parce qu'effectivement, au sein de vos paysages remplis de démesure, il y a ces deux héros attirés par l'extrême. Parlez-nous de ces personnages. Eh bien, il y en a un qui est Alors, ce sont des personnages, en fait, qui sont assez différents l'un de l'autre, puisqu'il y en a un qui est un jeune lieutenant qui a été broyé par la guerre de 14-18, qui a une histoire familiale aussi extrêmement traumatique. Donc, il fuit un peu tout cela. Donc, c'est un personnage qui est en fuite. C'est en ce sens que c'est un peu un roman initiatique inversé. C'est une quête de soi, mais qui est en fait une fuite de soi. Donc, lui est en fuite. L'archéologue Telliot, lui, est inspiré, d'ailleurs, mais très très librement. Le type de personnage m'a inspiré, mais après c'est pas du tout sa vie, par Paul Pelliot, qui est un célèbre orientaliste français. Donc il y a pourquoi vous l'avez pas pris, Paul Pelliot ? Ah non, parce que moi je voulais être dans la fiction pure. Mon personnage, Paul Pelliot, était assez original, il avait des côtés assez fantastiques. C'était un érudit, mais absolument incroyable, qui parlait un nombre de langues incalculable, qui a fait des explorations incroyables. Tout ça, il avait peut-être 26 ans, et qui est en même temps une tête brûlée, un homme d'action. Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui sont entre les deux univers, qui sont à la fois dans l'érudition et dans l'action. Même chez les écrivains, ça m'attire beaucoup. C'est pour ça que des gens comme Gary, Kessel, enfin des gens qui sont, ou Saint-Exupéry, des gens qui sont capables d'être dans les deux univers, ça m'intéresse. Et ces écrivains qui plongent leur plume dans la veine, dans le sang, ça, je trouve ça intéressant. Et voilà, donc il y a ces deux hommes qui en fait... Vous êtes inspiré de ce Paul Pelliot, quand même. Je me suis inspiré de lui, mais
pas du tout après dans les péripéties de sa vie, mais dans ce personnage qui part sur la trace des vestiges bouddhistes en Asie centrale et qui en effet est à la fois un aventurier et en même temps un grand savant. Mais jusqu'à la folie quand même. Alors, mon personnage, je le pousse jusqu'à la folie. D'ailleurs, il y a un autre archéologue de l'époque qui, lui, a sombré dans la folie, mais pas Pelliot, même s'il était quand même assez original. Ce qui m'intéresse, en effet, ce que j'ai essayé d'explorer dans ce livre, c'est une interrogation, à mon avis, que tout à chacun on peut avoir, c'est-à-dire de manière moins extrême au demeurant, et tant mieux. C'est-à-dire, est-ce que pour réaliser de grandes choses, pour réaliser un grand dessin, en l'occurrence cet archéologue, il a cette obsession d'être le premier à trouver un certain nombre de choses. Oui, au prix d'ailleurs de... Voilà, est-ce qu'il faut sacrifier la raison? Est-ce qu'il faut à un moment sacrifier la raison pour arriver à accomplir quelque chose de grand? Et je pense que par moment, on se le dit tous, nous, est-ce qu'il faut parfois, si on veut aller au bout de quelque chose, être un peu moins raisonnable? Et est-ce qu'il y a un prix à payer pour tout ça? Il n'est vraiment pas raisonnable, parce qu'il se met avec des seigneurs de la guerre, il utilise les soubresauts de la région, mais... Il n'est non seulement pas raisonnable, en effet, il est prêt à tout, prêt à faire tuer des hommes, prêt à tout. Voilà, il s'enfonce dans cette folie. C'est pour ça que ce jeune lieutenant va s'opposer à lui, parce qu'il sent une espèce de folie meurtrière, finalement, chez cet archéologue, mais en même temps, et c'est là que c'est intéressant, il va être fasciné par la quête d'absolu de cet homme qui est prêt à tout, pour aller au bout. Et c'est vrai que l'absolu, chez quelqu'un, même s'il a une pardon, même s'il tutoie le mal, a toujours quelque chose d'un peu fascinant. Alors vous êtes aussi fasciné par un autre thème. Donc vous êtes ancien officier, vous avez été grand reporter défense au Figaro, et donc vous connaissez la guerre. Dans votre livre, vous décrivez sa violence. Je vais citer la première phrase de votre livre. « On pendait ici les hommes comme ailleurs, on accroche du linge à sécher. » Mais également, vous savez la facilité que représente cette guerre, puisque vous dites, je vous cite encore, « Il est parfois si confortable de voir le monde dans l'œilleton d'un fusil. » C'est ce que vous pensez réellement? Non, mais alors c'est vrai qu'il y a un fond qui d'ailleurs n'était pas prévu au départ. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais vraiment dans une histoire d'archéologue, de fouilles en Asie centrale. Et puis finalement, l'histoire a commencé en Sibérie à la fin de la guerre civile russe. Et après, il y a un tour un peu plus violent à certains moments. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'espère, beaucoup de tendresse et d'apaisement par moments dans les longs paysages du désert. Mais il y a un fond de violence. Et je pense que le fait d'avoir couvert un certain nombre de conflits, même si je ne prétends pas avoir connu toutes les guerres de notre dernier demi-siècle, Dieu merci, à mon avis, fait que ça ressort. Et c'est aussi peut-être une facilité romanesque, parce que c'est vrai que les situations de guerre... par leur radicalité, mettent l'homme à nu, font sortir à la fois ce qu'il peut y avoir de pire, surtout ce qu'il peut y avoir de pire, et aussi parfois ce qu'il peut y avoir de meilleur. En tout cas, mettre l'homme à l'os permet de le voir dans toutes ses contradictions, ses faiblesses, son courage. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, à exploiter. Après, c'est vrai, dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une certaine facilité, je pense que l'action extrême, mais ça peut être aussi, risquer sa vie en faisant de l'alpinisme. Enfin, je pense que ou en faisant un Vendée Globe. Quand on se retrouve dans des situations où en fait chaque geste ou chaque décision qu'on va prendre peut engager sa vie, il y a évidemment une forme de lourdeur. Enfin, c'est lourd de sens et d'implication, et en même temps aussi, on s'est désencombré de tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de facilité, c'est-à-dire que les choix deviennent essentiels, réduits à des choses très, très précises et primordiales, et tout le reste, finalement, est un peu évacué. Donc il y a une espèce de dépouillement dans l'action extrême qui peut être paradoxalement un peu confortable, alors qu'on se retrouve quand même dans une situation pour le moins inconfortable. Voilà, c'est un paradoxe, je pense, de ces situations. Alors, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, justement, vous avez aussi une très jolie phrase, « Son âme était passée à la lame ». Voilà, on est dépouillé de tout. Et j'en viens donc à la quintessence de votre livre, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, il y a évidemment le côté historique, le côté aventure, mais c'est surtout une quête de soi et de la condition humaine. Oui, c'est-à-dire que pour moi, évidemment, il se passe des choses. Oui, il se passe beaucoup de choses. Donc, mais pour moi, ce n'est pas un roman d'aventure, ou en tout cas, tel que moi, j'en vois la définition, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle est. C'est-à-dire, ce n'est pas l'aventure pour l'aventure, ce n'est pas le sable chaud pour le sable chaud. C'est vrai que par moments, on y a très chaud dans le désert, on y a très soif dans la neige, et il se passe des choses. Mais pour moi, ces péripéties ne sont intéressantes que parce qu'elles bousculent l'homme, parce qu'elles permettent de mettre l'âme humaine à nu et de réfléchir à un certain nombre de contradictions de l'âme humaine. C'est un peu, puisque vous citiez
Conrad tout à l'heure. Pour moi, on dit que c'est un écrivain maritime, mais pour lui, la mer et tout ça n'est qu'un prétexte à décrire aussi, là encore une fois, la condition humaine. Ce sont les hommes avant tout. Et c'est vrai que moi, je les plonge là-dedans. La violence des paysages aussi, et la violence de la nature, et là aussi pour décaper l'homme. Vous savez, à un moment, ces vents de sable qui criblent mes personnages, il les décape un peu vous savez, comme avec une lance, vous savez, du sable à haute pression, et vous décapez du métal ou un mur. Il y a cette idée-là. Donc voilà, ces situations et ces aventures permettent tout à coup de faire jaillir l'homme au milieu dans ce qu'il a de plus intense. Alors il y a une chose qui frappe dans votre livre, c'est que le lieutenant Verken n'a pas de prénom. Pourquoi ce choix ? Alors, je ne sais pas, je sais un petit peu. Parce que même la femme qu'il rencontre, on ne va pas tout dévoiler, mais elle ne sait pas comment il s'appelle. Elle ne sait pas, elle s'en aperçoit un moment que voilà, son amant, et tout à coup, un jour, au sortir d'une étreinte, se dit, mais je me rends compte qu'elle ne connaît même pas son prénom. Alors, je pense qu'il y a... J'aime bien ce côté, alors ça correspond peut-être aussi à une époque où on s'appelait par son nom de famille, et puis il ne faut pas oublier que ça a été un homme, il sort de la guerre où les hommes s'appelaient par leur nom, et donc ça donne une espèce de... Je pense que ça apporte un peu plus de mystère à mon personnage, ça peut lui donner... C'est-à-dire qu'il ne devient jamais intime. J'espère quand même, d'ailleurs, Victoria, le personnage féminin, arrive quand même je pense, à le sonder, à le sonder et à le faire sortir faire sortir de lui-même à certains moments. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui finalement reste toujours sur une certaine réserve mais voilà, je m'en suis un peu aperçu à la fin en me disant mais oui, il a pas de prénom, c'était pas voulu au départ, mais ça s'est passé comme ça. Une fois que le livre est imprimé, parce que vous auriez toujours pu le remettre. Avant quand même. Non, avant parce qu'on m'en a fait la remarque, mais j'ai trouvé ça très bien comme ça. Vous l'avez laissé comme ça. Écoutez, merci beaucoup pour ce livre, cette épopée asiatique et humaine, et merci d'être venu. Merci. Au revoir Arnaud. Au revoir.